Palais de justice de Nîmes, il y a 3 semaines. Christian Mention, un braqueur multirécidiviste, et sa compagne, Nadia Messelka, 39 ans, vont comparaître devant la cour d'assises. Ils sont accusés d'avoir tué l'ex-compagnon de Nadia. Il s'appelait Giuseppe Ardagna, dit Pino. Il avait 62 ans. Les enfants de Pino, Enzo et Leonarda, attendent beaucoup de ce procès. Mon papa était un personnage très gentil, c'était un personnage, c'était très bien. Voilà. Et il n'arrivait pas à ne pas faire mal à une mouche, comme on dit. Voilà, c'était une personne superbe. Ils espèrent que les accusés seront condamnés à de lourdes peines. Pour moi, c'est perpétuité à vie pour tous les deux. Voilà. Moi, je suis convaincu qu'ils étaient présents tous les deux à cette affaire et qu'aujourd'hui, j'attends de la justice, vraiment. Il y a 2 ans, les 2 accusés ont déjà été jugés en première instance. Nadia avait été condamnée à 25 ans de prison, Christian Mention à 20 ans. Mais le procès n'avait pas permis de déterminer lequel des 2 avait tenu l'arme du crime. Aujourd'hui, la Cour entend bien faire la lumière sur cette affaire. Mais dès le début du procès, Nadia et Christian se renvoient la responsabilité du crime. Et lui, il a tiré avec son arme. Et moi, j'ai jamais tiré de ma vie avec une arme. Je ne sais pas tirer avec une arme. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je défends ma cause comme quoi que je suis innocent. Je vais continuer à dire qu'il a rencontré une diablesse sur son parcours et que celle-ci est parvenue à l'embarquer dans une opération qu'il ne voulait pas. Et cette femme a tout prévu de A à Z. Elle est machiavélique. Qui a tué Pino Ardagna? Nadia ou Christian Mention? Pour le savoir, la Cour va d'abord examiner les faits. Asseyez-vous. L'audience est ouverte. Pour commencer, les magistrats retracent le film des événements. Que s'est-il passé ce 18 juin 2004 à Courthézon? Ce jour-là, Nadia appelle Pino. Il est au travail dans sa pizzeria à Carpentras. Séparés depuis 1 an, leurs relations sont tendues car Nadia interdit à Pino de voir leur fils. Pourtant, ce jour-là, elle lui demande de venir le prendre. Pino est heureux. En début d'après-midi, il arrive chez Nadia à Courthézon. Quelques minutes plus tard, les voisins entendent 4 coups de feu. Pino s'écroule dans la cuisine. Nadia et son nouveau compagnon, Christian Mention, enveloppent le corps dans des draps. Ils le transportent dans le coffre de la voiture et emmènent le cadavre dans un champ, à Orange. Le voisin se souvient très bien avoir vu arriver une voiture ce jour-là. J'étais, moi, vous voyez le portail ouvert? Alors, moi, dans mon portail, ça fait courant d'air, parce qu'il faisait chaud cette année-là. Hein. Et j'ai vu arriver, ils sont allés au fond, ils ont reculé vers le trou. Toujours pareil. Et là, ils ont ouvert le coffre derrière. Et ils ont mis une couverture devant. Devant le pare-brise avant, pour cacher. Oh, ben, j'ai dit, putain, quelle chaleur qu'il fait. J'ai compris, moi. Enfin, j'ai compris, j'avais pas compris, puisque... Vous pensiez qu'il faisait quoi? Je pensais qu'il faisait l'amour, je vous dis franchement, hein, comme j'ai dit au tribunal. Hein. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez penser? Bon. Et autour, je voyais un petit gamin qui tournait autour, torse nu, là, qui était autour, qui s'amusait autour de la voiture. Enfin. L'enfant est le fils de Nadia et de Pino. Il s'appelle Grégory et il joue dans le champ pendant que sa mère et Christian Mention jettent le corps de son père dans un trou. Très vite, les proches de Pino s'inquiètent de sa disparition. Ils préviennent les gendarmes. Dès le lendemain, l'enquête de voisinage révèle les coups de feu entendus. Nadia et Mention sont placés en garde à vue. Ils avouent très vite le meurtre de Pino. Mais qui a tenu l'arme du crime? La Cour aimerait le savoir, mais le pistolet
n'a jamais été retrouvé. Impossible donc d'identifier une empreinte. Aujourd'hui, Nadia Meselka prétend que Pinault, quand il est venu chez elle, aurait tenté de l'agresser sexuellement. C'est alors que Mention aurait tiré sur Pinault. La vérité, c'est que sa Mention est rentrée, a bousculé Pinault et est en train de m'agresser. Et après, il a tiré dessus. Il a sorti une arme de son sac et il a tiré dessus. Voilà la vérité. Mais il ne veut pas l'admettre. Il dit qu'il n'était pas dans la maison. Alors qu'il était dans la maison, c'est lui qui l'a tué. C'est pas moi qui l'ai tué. Christian Mention, lui, répète une fois encore qu'il est arrivé après les coups de feu. Selon lui, quand il est entré dans la maison, Pinault gisait déjà sur le sol, dans un bain de sang. Nadia était dans la cuisine. Elle pleurait, oui, regarde, il est venu pour m'agresser. Et tout, donc, voilà. Et j'ai eu peur, et en même temps, bon, elle me disait, viens, cache le corps, tout ça. Et en sachant qu'elle est témoin, les voisins, tout ça, qu'on a entendu les coups de feu, bon, j'ai voulu cacher le corps en croyant bien faire. Moi, je reste persuadé qu'il s'est retrouvé devant ce cadavre, qu'il a effectivement participé à la dissimulation, à toute la scène d'après et à la mise en scène d'après. Alors, la seule question, c'est de savoir s'il avait connaissance avant de ce qu'elle voulait tuer le père de ses enfants. Si on arrive à démontrer que lui n'en avait pas connaissance, la coaction n'existera plus. La Cour va maintenant tenter de comprendre s'il y a eu ou non préméditation. D'abord, elle s'intéresse au trou creusé dans le champ. Le voisin se souvient très bien avoir vu Nadia et Mention la nuit avec des pelles et des pioches, à l'endroit où les gendarmes ont retrouvé le corps de Pinault. Un deuxième élément prouve la préméditation. Une lettre écrite par Nadia. Elle imite l'écriture de Pinault pour faire croire qu'il lui donne la pizzeria. Je préfère rendre le restaurant à Madame Meselka et partir dignement en Sicile, écrit-elle. Elle signe Ardagna. Le mobile du crime est donc clair, c'est pour récupérer la pizzeria que Nadia aurait tué Pinault. Mais un troisième élément, selon les enquêteurs, prouverait la préméditation, le guet-apens. Ce jour-là, Nadia appelle Pinault pour lui dire qu'il peut venir voir leur fils Grégory. Son objectif est clair, elle veut l'attirer chez elle. Enzo et Leonarda, les enfants de Pinault, sont révoltés que Nadia ait utilisé leur demi-frère comme appât. Leur avocat aussi. J'ai souffert avec cette histoire d'enfant. Elle est vraiment odieuse, Madame Meselka, parce que tout son comportement, c'est de priver Monsieur Ardagna de la présence de Grégory. Et il l'aimait. Voilà. Elle-même le reconnaît, elle s'est effondrée tout à l'heure pour dire qu'il y avait une relation fusionnelle. Et cette relation fusionnelle, elle s'en est servie comme levier. Deuxième jour du procès. Ce matin, un témoignage inattendu va créer l'événement. Grégory, l'enfant de Nadia et de Pinault, va témoigner à l'audience. Leonarda et Enzo n'ont jamais vu leur demi-frère. Je sais pas si c'est pas Léoli là. Qui? Léoli. Ouais. Ça va. Ah ouais? C'est lui? Ouais. Putain, il ressemble à son père. Tu trouvais pas? Il est bien brun. Hein? Accompagné de sa famille d'accueil, Grégory va témoigner à la barre. Une situation rarissime devant une cour d'assises. Le jeune garçon avait 3 ans au moment des faits. Un enfant de 8 ans qui vient de dire qu'il se souvient de ce qui s'est passé devant lui à 3 ans, ça me paraît aussi un petit peu délicat. Il faut prendre quand même tout ça avec un peu des pincettes. Et on n'a pas besoin de ce témoignage-là pour démontrer que de toute façon, ils sont tous les deux coupables des faits qui leur sont reprochés. Alors ça peut peut-être nous aider à savoir qui a tiré. Avant d'entendre Grégory et pour le préserver, la présidente demande à sa mère de quitter la salle. Devant la cour, le petit garçon, d'une voix claire, délivre alors son terrible secret. « J'étais là, dit-il, quand ma mère a tué mon père. Elle a demandé à Monsieur Mention de le tuer, mais il n'a pas voulu. C'est elle qui l'a fait. » Après ce témoignage accablant, l'audience est suspendue. L'avocate de la mère réagit aussitôt. Son fils décrit une scène à laquelle il aurait assisté âgé de 2 ans et 10 mois et demi, pour être précis,
où il aurait vu sa mère tirer sur son père, donc, se serait caché derrière elle parce qu'il avait peur à ce moment-là. Alors, il y a quelques variations. Lors de certaines... À l'audience, il n'a parlé de qu'une arme. À son éducatrice qui a rapporté ses propos, il avait dit qu'ils avaient chacun une arme. Quant à la présence de Christian Monsion, elle est évoquée par moments, il ne sait plus à d'autres. Voilà. L'audience reprend. La présidente informe Nadia des accusations de son fils. Une nouvelle fois, elle conteste. Il s'est imaginé qu'il a vécu ça et ça et ça et ça. Je pense que c'est l'imagination. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Et ce n'est pas vrai, quoi. C'est pas possible. Comme je n'ai pas tiré, c'est pas possible qu'il m'ait tiré, parce que je sais que je n'ai pas tiré. Donc, je ne comprends pas pourquoi le petit il s'est mis au milieu comme ça. Comment il a pu finalement se construire ce souvenir-là? Les éducateurs qui sont avec lui lui expliquaient que j'avais pris 25 ans. Et si j'avais pris 25 ans, c'était pas pour rien. Donc du coup, comme j'avais pris 25 ans, c'est que j'étais coupable. À la fin de l'audience, Enzo et Leonarda, les premiers enfants de la victime, s'approchent de Grégory. Ils embrassent leur petit frère pour la première fois. On va t'en donner une, puis après ils t'en enverront d'autres par courrier, tu vois. Grégory n'avait jamais eu de photo de son père. Je voulais savoir qui c'était le bébé que tu as dans les bras. C'est pas toi. Voilà, c'est l'infirmière là. Moi, je n'ai des photos de toi. On a des photos de toi en Italie, ils ont des photos de toi. Parce que ton papa, il a laissé dans ses affaires, il a laissé des photos de toi beaucoup. Donc ils vont te les envoyer, hein? D'accord? T'as été super. Qui, moi? Moi en France. Et toi? Cécile. Tu prends le train. Moi, j'ai pris l'avion. À l'avion. Il est encore où? Il est en terrain. Cécile. Je ne m'attendais pas de voir le petit ici, donc on n'était pas préparés. Et c'était dur de voir cet enfant qui accuse sa mère, qui cherche la famille à son père. Trop dur. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à votre papa? Oui. Oui. Beaucoup. C'est trop. C'est très touchant. Voilà. Un couple a du mal à quitter le tribunal. Les parents de Nadia, l'accusée, ils étaient venus pour voir leur petit-fils. Je suis venue pour voir Grégory, le petit, parce que c'est moi que je l'ai gardé. 3 ans quelque chose. La pauvre, ça m'a fait de la peine. Je voudrais pleurer, mais j'arrivais pas. Larmes, il est parti, larmes, tellement j'ai pleuré, j'ai pleuré larmes. Plus. Est-ce que vous lui en voulez à votre fille? Ah oui. Tu me demandes ça? Oui. Vous vous rendez compte qu'elle va peut-être passer le restant de sa vie en prison? Eh bien, c'est exact. C'est correct. Dans la geôle, Nadia est abattue. Diminuée par les médicaments, son avocate est inquiète. Elle demande conseil à ses confrères. Elle n'est pas en état de comparaître. Non, c'est ça. Je pense qu'elle est à la limite de compréhension et d'expression. Hein, parce que bon, moi, il y a un mot sur deux que je comprends pas. Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Je me demande presque si notre consort peut peut-être demander une expertise. Elle n'est pas là, elle est déconnectée. Alors, je sais qu'elle a subi une injection assez lourde pour réguler son humeur face à l'angoisse dans laquelle elle se trouvait avant le procès. Je ne suis pas certaine qu'elle soit en état de comparaître. Je suis un peu catastrophée de l'état de Mme Messé-Leca, oui. qui même en bas, j'arrive pas à parler avec elle. Ah, aujourd'hui, ça va pas du tout? J'ai l'impression que chaque jour, ça s'aggrave. Je vais commencer comme d'urgence par vous demander une expertise pour vérifier son état. Est-ce qu'elle est en état de comparaître? La cour accède à la demande. L'accusé va être examiné par un médecin. L'audience est suspendue. Il va vous examiner.
Vous allez voir avec lui, ne vous inquiétez pas. Il faut être sûr que vous êtes en état de suivre ce qui se passe là, parce que je ne peux pas tout dire à votre place, il faut que vous puissiez parler. Vous comprenez ? Parce que là, c'est l'appel, après, il n'y a plus rien. Hein. Vous savez ça. Comment vous vous sentez, madame? Je sais pas comment ça d'habitude. Vous êtes comment d'habitude? Vivre, etc. Je ne sais pas. Pour quelle raison? J'ai eu une agression de produits la semaine dernière. Et c'est trop fort, et du coup, ça altère mes facultés. On va voir ce que dit le médecin. Nadia quitte le prétoire. Un quart d'heure plus tard, le psychiatre arrive pour s'entretenir avec elle. Vous pensez qu'elle est en état de continuer? Je pense qu'hier après-midi, quand même, elle était en bon état de pouvoir continuer. Pourquoi elle répondait très bien à ce que disait l'avocat général. Voilà. Vous pensez qu'elle joue de la comédie? Ah oui, ça oui. Et ça le jouait très bien. Depuis le début, je joue la comédie. Donc... Une demi-heure plus tard, le médecin livre son diagnostic aux avocats. Elle joue un peu à la désorientation. L'est-elle réellement sur un seul entretien comme ça? Je ne sais pas, mais elle n'est pas sous l'emprise d'un médicament qui actuellement lui fait un effet secondaire connu, repérable. Et après, elle doit avoir l'angoisse d'un procès qui n'est pas quand même très agréable à passer. Peut-être elle tape aujourd'hui avec son enfant, je ne sais pas. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais... D'accord. Finalement, Nadia est déclarée apte à comparaître. Christian Mention, le co-accusé, en profite pour accabler sa compagne. Aujourd'hui, je pense qu'elle joue son cinéma, elle peut prendre des cachets ou faire du semblant, parce qu'elle sait qu'il va venir des témoins qui vont être contre elle. L'audience reprend avec un autre témoin surprise. Une femme qui s'est présentée spontanément au tribunal. Aujourd'hui, elle est libre, mais elle a passé plusieurs mois en prison avec Nadia. Honnêtement, je l'ai vue s'enfoncer. Quand je dis qu'elle était rayonnante, c'était une relativement belle femme, et là maintenant elle est, merci, elle est marquée au niveau du faciès. Elle est grise. Son témoignage va être accablant. D'une voix forte, elle déclare au juré « Nadia m'a toujours dit que c'est elle qui avait tiré ». Jusque-là réservée, Nadia sort de sa léthargie et dit avoir menti à sa codétenue. C'est vrai, j'ai beaucoup menti à tout le monde. Je reconnais que j'ai abusé. Avec tout le monde, j'ai menti, j'aurais pas dû. J'aurais dû, dès le départ, être sérieuse et pas mentir comme ça. Madame Messeleka, en elle-même, visiblement, ce mécanisme de défense, qui bien évidemment l'a desservie dans le cadre d'une instruction, bien évidemment la desservira encore à l'audience. Est-ce que ça fait encore une fois d'elle un assassin? C'est autre chose. Je vous disais tout à l'heure, un ensemble de coïncidences et de circonstances très fâcheuses. Ces traits d'affabulation, bien évidemment, ne seront pas en sa faveur. La fin du procès approche. Maître Gontard, l'avocat de Mention, va accabler Nadia lui aussi. Il l'accuse de s'être servi de Mention pour lui faire porter le chapeau. C'est quelqu'un qui est indécrotablement intégré dans la mythomanie, dans la fabulation, dans le mensonge. Mais ça pourrait s'arrêter là, mais ça se double d'une manipulation. Alors si vous êtes en présence de quelqu'un qui a 2 doigts d'intelligence, à ce moment-là, bon, vous passez votre chemin. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui a un QI relativement faible, ce qui est le cas de Mention, à ce moment-là, il y a une situation qui fait qu'on est manipulé avec beaucoup de facilité. Je suis un personnage qui a été, on va dire, trahi par une femme et manipulé par une femme, oui. Ça peut arriver. Vous savez, quand on aime... Voilà. Mention a-t-il été manipulé par Nadia? Maître Giordano refuse de laisser passer cette accusation. C'est quand même quelqu'un qui a subi de longues condamnations, jusqu'à 13 ans pour braquage. C'est un profil de délinquant très affirmé, qui a souvent cherché à échapper à ses responsabilités en niant les faits. Mais c'est pas le gentil idiot qu'on voudrait bien nous faire croire. Alors Mention est-il l'assassin de Pinault? 2 hommes vont venir faire une révélation à la barre. Ils ont rencontré Mention en prison. Il leur aurait avoué le meurtre de Pinault. Il est venu sur moi et puis il m'a dit « C'est toi qui t'appelles Jean-Jacques ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Tu étais l'ami de Pinault ?» J'ai dit « Même s'il n'est plus là, c'est toujours mon ami. » Il m'a dit « C'est moi qui ai tué ton ami. » Voilà. Après, ce qu'il dit là, voilà,
C'est pas pareil. Peut-être qu'il a dit ça pour faire le caïd là-bas, parce que c'était un patron un peu de la prison. Peut-être qu'il a dit ça pour ça. Devant la cour, Mention continue à nier. Non, juste j'ai dit que j'étais mêlé dans cette affaire d'assassinat, mais bon, comme ils se connaissent tous les deux, en plus ils étaient élus ensemble et que c'était un ami, donc Saint-Listram était l'ami de M. Pinault, c'est normal aussi qu'il essaye un peu à prendre sans plus. À la fin de cette journée, Enzo ne sait toujours pas qui croire. Vous avez entendu comme moi, on n'entend que des mensonges. De toute façon, on a entendu Mme Messelka, c'est... Ce qu'il dit, c'est une mensonge sur l'autre. Voilà. Dernier jour du procès. L'ambiance est solennelle. C'est bientôt l'heure des réquisitions. L'avocat général va prendre la parole. Il s'adresse aux jurés. Vous allez juger, leur dit-il, pour dire quel est le prix de la vie d'un homme. Son réquisitoire est sévère. Il demande une peine de 30 ans pour chacun des deux accusés. Je me voyais mal de réclamer perpétuité sur cette affaire-là. C'est malheureux à dire, mais il y a encore plus horrible. J'estime, si vous voulez, que dans l'échelle des peines, il y avait encore un pas dans l'horreur qui n'avait pas été celui-là franchi. Et entre la perpétuité et les 30 ans de réclusion criminelle, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas demander 32 ans ou 33 ans. C'est ou 30 ans ou perpétuité. Les avocats vont plaider l'acquittement de leurs clients, qui s'accusent toujours mutuellement. Je vais continuer à porter la parole de Madame Messelka, qui clame toujours son innocence à l'égard du meurtre et a fortiori de l'assassinat, qui admet sa responsabilité, sa culpabilité pour les délits après le meurtre, c'est-à-dire le recel de cadavres et la disparition de preuves. À la fin des plaidoiries, Enzo a du mal à garder son calme. C'est énervant, c'est la rage. Ils mettent la rage à tout le monde, cette histoire, donc voilà. Pourquoi vous avez la rage? Pourquoi? Je ne sais pas qui c'est qui a tiré sur mon père, voilà. Je ne le sais pas. On est arrivé à 6 ans après les faits. Je ne sais pas aujourd'hui qui c'est qui a tiré sur mon père. Je ne sais pas si c'est Messelka, je ne sais pas si c'est Mention. Voilà. Les jurés se retirent pour délibérer. 2h30 plus tard, la cour rend son verdict. Nadia Messelka est condamnée à 30 ans de prison avec 20 ans de peine de sûreté, 5 ans de plus qu'en première instance. La peine de Christian Mention reste inchangée, 20 années de réclusion criminelle. Pour la famille Messelka, après la colère contre leur fille, c'est maintenant l'abattement. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Non. 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 Elle est jeune. Et ses enfants sont jeunes aussi. Je n'ai pas pensé à ça. C'est bon. La mère de l'accusé pense à Grégory, qui va grandir sans sa maman. Est-ce que vous trouvez que la justice a fait son travail? Elle a fait son travail. Ça va. Je suis contente. Pourquoi? Parce que justice est faite. Au revoir, maître Pénard. À la fin de ce procès, Enzo et Leonarda ne savent toujours pas qui a tué leur père. Mais ils ont promis à Grégory, leur petit frère, de l'emmener bientôt en Sicile, sur la tombe de leur père.